dans un instant de savoir s'il agit seul ou s'il agit pour le compte de quelqu'un, mais en tout cas, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un de déterminé, c'est peut-être le plus grand événement géopolitique depuis la chute du mur de Berlin. Éventuellement, on n'a pas connu un événement tel, et c'est peut-être la pire des solutions pour Vladimir Poutine. Lors de son allocution ce matin, il a rappelé la révolution de 17. Lorsque vous regardez l'histoire de la Russie perd rarement en raison d'une défaite militaire et en raison d'une invasion extérieure. Ils perdent par un effondrement interne. Il a cité la révolution de 17, comme on aurait pu citer la fin de Gorbatchev, qui, selon Vladimir Poutine, est le pire événement géopolitique pour l'histoire de la Russie et de l'URSS. Et ça pourrait lui arriver à lui. Il ne faut pas l'exclure à l'heure actuelle. Et je pense qu'il ne l'a pas exclu non je pense plus qu'il lui-même. quand on regarde sa tonalité de discours, etc., il a l'air plutôt inquiet. Quand on reprend le fil des événements, Prigojine est en conflit contre Shoigu, le ministre de la Défense russe, et contre Valery Gerasimov, le chef d'état-major, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, notamment sur la question de Bakhmout et le fait que l'état-major militaire n'a pas fourni assez d'assistance, selon le patron de Wagner, à son armée. À partir de là, il y a plusieurs solutions qui sont possibles, qui expliquent son arrivée à Moscou, sa tentative d'aller à Moscou. Le premier point, c'est qu'il veut avoir un effet de levier pour pouvoir négocier avec Poutine et l'état-major russe. Je vais expliquer pourquoi il peut avoir ça. La deuxième possibilité, c'est qu'il aille véritablement à Moscou pour tenter un renversement de régime. À l'heure actuelle, je pense qu'il faut exclure ni l'un ni l'autre, dans la mesure où Prigojine a toujours été assez instinctif. Donc il devait sauver sa peau dans la mesure où le ministre de la Défense et le chef d'état-major voulaient annexer Wagner et l'intégrer à l'armée russe officiellement jusqu'au 1er juillet. À partir du 1er juillet, on demande à ses troupes de signer un contrat avec l'armée russe et ça aurait conduit à la fin politique de Prigojine qui n'avait plus d'effet de levier pour pouvoir exister politiquement. À partir de là, est-ce qu'il veut avoir un effet de pression ou pas? C'est toute la question qui se pose. Moi, je pense qu'il ne faut pas exclure notamment le moyen de pression parce qu'à Roustov, il peut se réfugier à Roustov et dans ce cas-là, est-ce que Poutine peut demander à ses troupes de bombarder ou d'attaquer ou de tirer sur des autres Russes? Dès qu'il y a un coup de feu, ce sera le début d'une guerre civile, ce qui serait un drame pour Vladimir Poutine. L'autre solution, c'est si par cas il arrive jusqu'à Moscou. Là, tout est possible, il ne faut pas s'avancer. Image qui revient tout juste de Bakhmout, justement, il disait que Prigojine utilisait la méthode des influenceurs, c'est-à-dire qu'il arrive à retourner, d'une certaine manière, l'esprit de la population qui, jusqu'à présent, il faut le dire, était massivement pro-Poutine. Oui, Vladimir Poutine, même avec le conflit, avait, selon les sondages, entre 65 et 75% d'opinion favorable, donc il est toujours à un niveau très élevé. Quand on regarde ce qu'a fait Prigojine, on peut comparer ça à ce qu'a fait Rassem Soleimani, l'ancien patron des gardiens de la révolution d'Iran, qui était derrière l'ayatollah Khomeini, mais qui existait, qui se mettait en scène sur les conflits, qui se mettait devant, qui utilisait son compte Instagram. Prigojine utilise Telegram davantage pour parler à la population et faire monter son taux de notoriété comme héros de guerre. Donc, vous pouvez estimer qu'il avait des ambitions politiques ou, par cas, il disait comme effet de levier pour négocier, que soit contre le ministère de la Défense, soit contre le Kremlin. À partir de là, lorsque vous prenez cette situation, il y a plusieurs solutions pour Vladimir Poutine. La première, c'est, faut reprendre le discours qu'il a tenu ce matin. Il dit, une opération spéciale va être menée contre la ville de Roustov. Quelle va être cette opération spéciale? La question essentielle, c'est est-ce qu'il est prêt soit à bombarder, soit envoyer des troupes tirer. Une fois qu'on aura ça, ce sera le début d'une guerre civile. Le deuxième point, c'est quelle ligne de défense il a pour Moscou. La première, c'est vraisemblablement, avec l'introduction que vous avez menée, c'est que si le maire de Moscou dit que lundi sera chômé, c'est-à-dire qu'il s'attend éventuellement à ce que ce soit un conflit qui soit long, qui ne va pas se régler ce soir. Donc éventuellement, il va essayer de ralentir l'arrivée des troupes éventuelles de Prigojine à Moscou en coupant les voies d'accès. C'est une première possibilité. La deuxième, c'est est-ce qu'il bombarde ses propres autoroutes, ce qui serait éventuellement un risque. L'autre point, c'est quelles sont les lignes de défense à Moscou. Il y a la fameuse garde prétorienne de Vladimir Poutine où il y a à peu près 20 000 hommes, donc on a à peu près un niveau de force équivalent et on ne sait pas si les autres troupes, les forces de sécurité, l'armée régulière est en capacité d'arriver rapidement à Moscou. L'autre point, moi je pense qu'il y a le vrai risque, si par cas Prigojine arrive d'ici ce soir à Moscou, c'est que je ne suis pas totalement sûr que les troupes russes tirent contre d'autres Russes, notamment contre les troupes de Wagner, parce que c'est quand même leurs frères de sang, c'est quand même des personnes à qui ils ont combattu, c'est des personnes surtout qui sont respectées, parce que les troupes de Wagner ont accompli quelques exploits militaires en Syrie, en Afrique, et dernièrement à Bakhmout en Ukraine, donc il y a quand même un risque, il y a quand même une légende autour de Wagner qui pourrait faire peur à certains soldats, notamment s'ils sont jeunes, non expérimentés autour de Moscou. L'autre point que j'arrive pas encore à maîtriser, c'est le point que vous avez souligné, c'est quels seront les éventuels soutiens ou défections de Vladimir Poutine. Oui. Parce que lorsque vous êtes dans un régime autocrate,
vous n'êtes pas dans un régime démocratique où l'armée a un commandement unifié avec un SEMA uniquement qui dirige tout. Parce que un chef d'état-major militaire qui maîtrise et qui respecte les ordres du président ou du Premier ministre. Lorsque vous êtes dans un État autocratique, totalitaire ou dictatorial, souvent le chef d'État ou le chef de gouvernement a peur de se faire renverser. Et donc il divise son armée en plusieurs factions. On avait là une faction qui était commandée par Shoigu et Gerasimov. Il y avait Sorokin aussi qui avait d'autres factions. Il y avait la faction de Prigojine. Et on ne sait pas quelle est dans cette nébuleuse si Prigojine, avec ses succès militaires, avait des soutiens qui espéraient en fait que Vladimir Poutine adopte une ligne beaucoup plus dure en Ukraine et qui serait partisan de la ligne de Prigojine. Au sein du renseignement, du FSB, du GRU, on ne sait pas si éventuellement il y a des défections, si par cas ils ont aidé Prigojine à mener ce type d'opération. Et au sein de la société civile, au sein des oligarques, il y a peut-être beaucoup de personnes dans les élites russes qui sont contre la guerre de Vladimir Poutine, dans la mesure où ça leur coûte beaucoup d'argent et ça leur coûte quelques privations de liberté. Bon, là, Saint-Pétersbourg. William Tay. Moi, je pense qu'il y a un risque parce que l'exemple que vous citiez par rapport au tsar Alexandre, c'est face à une puissance étrangère. Alors que si par cas Poutine fuit face à Prigojine auréolé d'une victoire en Ukraine, il arriverait tel César qui rentrerait et qui franchirait le Rubicon et qui arriverait pas loin de Rome. Et ça a été dramatique pour Pompée de perdre Rome. Et je pense que Poutine serait dans ce cas-là. Parce que ce que doit faire Vladimir Poutine, c'est qu'il doit stabiliser et faire en sorte que l'opinion publique, donc l'ensemble des Russes, plus l'ensemble des forces politiques et sociales, le soutiennent. Que ce soit l'armée, le renseignement, les oligarques, etc. À partir de là, il est obligé d'être fort chez lui. Et c'est pour ça qu'il tient un discours qui est très dur contre Prigojine. Sur est-ce que Prigojine est soutenu par quelqu'un ou pas ? Je pense que si on reprend le fil des événements, il a un conflit contre Shoigu et Gerasimov. Ce matin, hier soir, lorsqu'il arrive en Russie, il dit d'abord qu'il va obtenir la tête de Shoigu et de Gerasimov. Donc il vise l'establishment militaire, mais il vise toujours pas Vladimir Poutine. Est-ce que on peut émettre une théorie que Prigojine avance, a fait une spirale de l'engagement et désormais il fait une fuite en avant en disant qu'il n'a pas le choix. Désormais c'est pour lui vaincre ou mourir et d'aller jusqu'à Moscou et qu'il ne voulait pas initialement aller jusque-là. Pour l'instant on n'a pas d'hypothèse réelle parce qu'on ne sait pas qui sont les soutiens de Prigojine. Est-ce qu'il a pu se faire retourner par un service de renseignement type les États-Unis ou un autre, ou est-ce qu'il s'est fait convaincre par la population russe, est-ce qu'il s'est fait convaincre par un hiérarque, etc. Tout est possible. Le dernier point que je voulais amener sur Poutine, c'est à partir de là, sa solution et son espace est vraiment limité. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est lui qui déclenchera les hostilités, donc le feu, il sera considéré comme responsable de la guerre civile. Et ce sera lui qui aura fait couler le sang des Russes dans la Grande Russie. Et est-ce que l'opinion publique qui le soutenait jusque-là va pas se retourner contre lui ? Thomas William Tay. Sur cette théorie, je pense que la théorie ne tient plus. Elle pouvait tenir sur est-ce que Poutine utilise Prigojine depuis le début pour lutter contre son état-major, notamment le ministre de la Défense Shoigu et contre son chef d'état-major Gerasimov. Mais Poutine a montré ces derniers temps qu'il était légaliste. En signant le décret pour forcer les sociétés militaires privées à intégrer l'armée russe, il a montré qu'il était plutôt des voies plutôt institutionnelles. Surtout que Gerasimov a été nommé il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, et puis voilà, il est plutôt sur cette voie-là. Et le deuxième point que vous évoquiez, c'est les solutions de Poutine. C'est-à-dire que si Poutine tire d'abord, c'est une véritable difficulté. C'est-à-dire qu'on sait même pas, on n'est même pas sûr que ces troupes puissent véritablement tirer si par cas ils respecteraient l'ordre de Vladimir Poutine. Je vais prendre un exemple. Ce que dit Prigojine, c'est que lorsqu'il a pris Rostov, c'est donc la base militaire avancée de centre de commandement qui menait la guerre en Ukraine. Il dit que l'état-major et les troupes lui ont laissé la base et ont fui. Est-ce que c'est un ordre de Poutine et de l'état-major de fuir cette base ? C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Ou est-ce que c'est par cas des personnes ont véritablement fui ? On ne sait pas. Il y a encore beaucoup d'imprécisions. Le dernier point qui est levé par Poutine, c'est qu'il peut se sentir renforcé. Ça, c'est peut-être possible. Ça veut dire que s'il sort vainqueur contre Prigojine, à ce moment-là, il aura tout le monde derrière lui, il aura éteint toutes les possibilités d'alternance et il sera maître chez lui. La difficulté qu'il a à l'heure actuelle, c'est que le front extérieur était en train de se stabiliser, que la contre-offensive ukrainienne commençait à piétiner, et là maintenant, il a une nouvelle épine dans le pied qui est la pire pour lui, c'est le front intérieur, auquel il a beaucoup d'incertitudes sur ses propres forces, sur ses propres armées et sur ses propres soutiens qui peuvent dire on le soutient aujourd'hui, mais véritablement est-ce qu'ils soutiendront effectivement ? Il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qui est assez amusant, je sais pas, mais on en parlait d'ailleurs avec Marine Tondelier tout à l'heure, c'est qu'en gros les Russes ont le choix aujourd'hui entre Prigojine et Poutine. Justement, pas seulement les Russes, la communauté internationale également. Vous vous rendez compte quand même. Mais justement, je voulais revenir dessus parce que par rapport à ce que disait Thomas.
Prigojine, à l'heure actuelle, il a tenu des discours qui étaient contradictoires sur la guerre en Ukraine. Il y a des moments où il a dit qu'il fallait maintenir la guerre et continuer et aller beaucoup plus loin que ce que fait Poutine, que ce que fait Shoigu et Gerasimov. C'est-à-dire, éventuellement, utiliser des armes tactiques, y aller véritablement, aller cogner les Ukrainiens et évidemment arriver à des bains de sang. Et Poutine apparaissait plutôt comme modéré par rapport aux positions de Prigojine. Dans le même temps, après avoir arrivé à la fin de la conquête de Bakhmout, Prigojine a également dit aussi que c'était une erreur de déclencher l'opération spéciale. Il l'a pas sous-entendu comme ça, mais on pouvait le comprendre comme ça. Donc on ne sait pas véritablement si Prigojine est pour ou contre la guerre en Ukraine. Si par cas il prend le pouvoir, éventuellement il pourra aller plus loin que Poutine ou stopper la guerre. C'est une véritable incertitude. Ou plein ouest, voilà ce que dit le ministre de la Défense à Kiev. Donc la guerre continue. C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Mais c'est ça. La guerre... C'est intéressant de le dire à nos auditeurs. C'est-à-dire on ne met pas sur pause parce que tout d'un coup il y a Prigojine qui monte à Moscou. La guerre continue et l'Ukraine a à peu près 2 choix. Ce qu'on sait comme information sur le front, c'est que Wagner a déplacé ses troupes, mais Wagner est déjà retiré des opérations. C'est-à-dire que ça ne change rien à l'équilibre des forces sur le front. L'Ukraine a à peu près 2 choix. Soit attaquer maintenant, en profiter, mais qui pourrait conduire à un renforcement de l'unité russe et le discours de Vladimir Poutine derrière Poutine, soit attendre que les Russes se battent entre eux et profiter de la situation dans 1 à 2 semaines, une fois que la situation sera empirée, que le régime ne sera pas en capacité de tenir le front.